Monsieur le Président du FRA, Monsieur le Président de l'APS, chers camarades secrétaire général Isco, camarades congressistes, chers invités, chers membres du bureau confédéral. Mon message a un double sens. Celui du bureau confédéral de la synthèse du 5 ans, comme message de soutien, mais également le message du président du syndicat du pétrole et du gaz. Et je vais commencer par ce message. Aujourd'hui, nous tenons des assises historiques. Historiques en ce sens que une génération est en train de passer la main à une autre. Notre organisation syndicale a été créée dans les années 1958. Le premier dirigeant de notre syndicat fut M. Maguette Jacques. Il était cadre commercial à la Shell. C'est le frère de Lamine Jacques et de As Jacques. Maguette Jacques, le premier secrétaire général de ce syndicat, fut envoyé en Guinée comme directeur général de la filiale de Shell en Guinée. Il fut remplacé par Seymo Kodou. Seymo Kodou également qui était cadre financier à Shell. Nommé directeur financier, il quitte le syndicat pour céder sa place à la deuxième génération, représentée par Béhir Mbaye, que vous connaissez. Nous sommes la troisième génération qui remplace la première et la deuxième. Le congrès d'aujourd'hui va assurer l'alternance générationnelle, qui serait la quatrième génération. Il importe dès lors de faire un rappel historique. Parce que pour assumer correctement sa mission, il faut en être fier. Pour en être fier, il faut bien la connaître et la maîtriser. Le mouvement syndical, malheureusement, est quelque peu mal compris. C'est la raison pour laquelle je voudrais faire un petit résumé du processus historique du mouvement syndical, mais également de celui du syndicat du pétrole en particulier. Le mouvement syndical est à la base de la Révolution française. Pour qui connaît ce que représente la Révolution française dans l'évolution de l'humanité, on peut en être fier d'être syndicaliste. D'après l'Institut de Poitiers de Paris, la Révolution française est partie de deux faits majeurs. Les événements politiques déclenchés à Grenoble contre la royauté et les événements, le mouvement ouvrier qui a déclenché des luttes à Paris et de meilleures conditions salariales. C'est la conjugaison de ces deux événements qui ont abouti à la Révolution française. Après la Première Guerre mondiale 14-18, le monde s'est réuni à Versailles. Et cette réunion a fait l'objet du traité de Versailles. Dans la partie 8 du traité de Versailles, il est bien mentionné que le monde ne sera pas à l'abri de catastrophes si on n'a pas de relations professionnelles justes et équitables. Parce qu'à Versailles, il fallait fermer toutes les causes qui peuvent créer des difficultés à l'humanité. C'est pour dire que le mouvement syndical également était signalé parce que le combat du mouvement syndical, c'est justement des relations professionnelles justes et équitables. Et dans le traité de Versailles, on constate que l'humanité doit être gouvernée. Dans la gouvernance de l'humanité, on doit considérer des relations justes et équitables et on créa l'OIT, l'Organisation internationale du travail, pour lui confier la mission de réguler les relations professionnelles, pour en faire des relations professionnelles justes et équitables. Et la charge de l'OIT, c'est d'édicter des normes
du travail sur le plan international. C'est la seule organisation des Nations Unies tripartite, travailleurs, employeurs et l'État. On se réunit chaque année à Genève pour revisiter les normes internationales du travail et les évaluer. De ce point de vue, nous pensons également que le mouvement syndical est à la base de l'unité. Bien avant, à l'aube des temps, la confrontation capital-travail était les seuls mouvements revendicatifs. Le capital revendique l'accaparement des richesses, le travail revendique la redistribution juste et équitable des richesses. Voilà les deux mouvements revendicatifs qui étaient à l'aube des temps les seuls mouvements. Je fais partie de ceux qui pensent que les idéologies politiques sont l'émanation de la confrontation capital-travail. Les idéologies politiques qui sont proches du capital sont appelées idéologies naturellement capitalistes et qui soutiennent le capital dans son combat, dans ses objectifs d'accaparement des richesses. Les idéologies proches du travail sont appelées des idéologies de gauche ou des idéologies socialistes. Ils soutiennent le travail dans son combat de la redistribution juste et équitable des richesses produites par le capital et le travail. Parce que sans l'un et l'autre, c'est l'un et l'autre qui produisent la richesse. Le capital seul ne peut pas produire des richesses, le travail seul non plus ne peut pas produire des richesses. Dès lors, notre combat, nous syndicalistes, c'est de faire en sorte que les richesses produites par capital et travail soient justement redistribuées et de façon équitable. Je fais tout ce rappel pour qu'on sache que le mouvement syndical est à la base de tous les grands événements de l'humanité. Le mouvement politique généré par le capital, par la confrontation capital-travail revendique, se positionne en troisième mouvement revendicatif et il revendique le pouvoir politique. Aujourd'hui, votre congrès, je fais ce rappel pour en arriver au contexte de votre congrès. Aujourd'hui, votre congrès se tient dans un contexte tout à fait particulier. Dans un contexte de quatrième révolution industrielle qui est la révolution virtuelle, qui virtualise même le travail. Ce contexte de quatrième révolution a fait naître d'autres types de revendications, de porteurs de revendications, appelés soit activistes, soit droits de l'homme, soit influenceurs. Il y a de nouveaux types de porteurs de revendications qui ont pris une partie de notre mission. Les associations de consommateurs, ils revendiquent quoi? L'allègement du panier de la ménagère, c'est une partie de notre mission. Les droits de l'homme, ils revendiquent quoi? Que l'humanité soit gouvernée avec des relations justes et équitables. Donc, ils revendiquent une partie de notre mission. Certains activistes, vous les voyez, les travailleurs vont les voir. Nous n'avons rien contre eux, nous devons d'ailleurs travailler à voir quel lien tisser avec ces nouveaux porteurs de la revendication pour aller vers un nouveau contrat social. Aujourd'hui, le combat essentiel du mouvement syndical, c'est d'aller vers un nouveau contrat social. Et ce nouveau contrat social, c'est là où c'est historique. Le secteur du pétrole a posé les jalons d'un nouveau contrat social depuis des années. Le nouveau contrat social, en réalité, c'est quoi? Aujourd'hui, que le travail est virtualisé. Aujourd'hui, que la production est virtualisée. Aujourd'hui, que les robots font le travail à la place de la force humaine. Les richesses produites par ces robots-là, comment les redistribuer? Parce que ça va anéantir le travail d'une certaine manière. Et nous commençons à vivre cette situation au niveau des finances. Maintenant, ce sont nos téléphones qui jouent le rôle de banque. Alors, on va vers un monde où les richesses seront accaparées par
la nouvelle technologie et le travail anéanti. Comment redistribuer ces richesses produites par les robots, produites par le virtuel, pour que l'humanité soit à l'abri des catastrophes. C'est ça le grand défi. Dans le secteur du pétrole, nous avons eu à signer un premier accord cadre. Je crois que c'était dans les années 80, si je me trompe, à la fin des années 80. Que disait l'accord cadre? L'accord cadre indexait les salaires sur le coût de la vie, sur sur l'inflation. Si l'inflation galope, les salaires du pétrole suivent. C'est ça l'accord. Et ça, je pense que c'est un acte important pour dire que vous avez une qualité de dialogue social, une qualité de relations professionnelles exemplaire. Mais vous avez toujours géré la revendication et le secteur du pétrole avec responsabilité. Parce que lorsque la dévaluation est intervenue, avec cet accord, la masse salariale du pétrole devait être doublée. Le syndicat du pétrole a volontairement, les travailleurs, le syndicat à la tête, ont volontairement renoncé à cet accord qui devait doubler la masse salariale du pétrole. Ça, c'est un acte de responsabilité qui correspond à notre pensée syndicale. Parce que notre pensée syndicale place l'entreprise au centre de ses préoccupations et exige le partage correct des prix de la croissance. Les entreprises devant souffrir économiquement dans cette situation de dévaluation. Nous avons renoncé volontairement à cet accord. Et se projeter dans de nouvelles formes de revendication. Et c'est là où on a imaginé ce qu'on appelle les conventions sociales. Le pacte social, on se projetait pour dire qu'il faut gérer ce secteur avec responsabilité pour éviter que ce secteur soit constamment agité. Nous avons compris que la finalité du mouvement syndical, ce n'est pas l'agitation permanente. La finalité du mouvement syndical, c'est la négociation. C'est de nouvelles conquêtes sociales basées sur la négociation. C'est dire que le secteur du pétrole, le syndicat du pétrole est un syndicat qui privilégie la réflexion. Le congrès étant un grand moment de réflexion, je voudrais faire ce rappel, parce qu'on se projette vers l'avenir et j'en viendrai au thème. Je fais ce rappel également pour que cette quatrième génération qui va prendre le flambeau puisse, dans sa réflexion, noter que votre syndicat a fait un parcours responsable dans la revendication, dans la proposition, et nous avons des qualités, nous avons un dialogue social de qualité. Ce dialogue social de qualité, nous le devons également, en partie, à nos employeurs. Et c'est là où je voudrais également saluer la volonté des employeurs et l'accompagnement de l'État. L'État a toujours prêté une oreille attentive au secteur du pétrole. Le premier pacte social signé dans le secteur du pétrole date de 2008. En 2008, on s'est battu pour anticiper sur les revendications du secteur, pour éviter, pour assurer la stabilité du secteur. Et on a imaginé le pacte social qui s'étend sur 3 ans et qui anticipe sur toutes les revendications, qui revalorise et qui redistribue de façon juste et équitable les richesses produites par capital et travail sur 3 ans. Ce pacte social a inspiré le président Macky Sall lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2014 pour convoquer la première conférence sociale à l'issue de laquelle on a signé le pacte de stabilité nationale et d'émergence économique a été inspiré par le pacte social du pétrole. Nous en sommes au 3e pacte. C'est dire simplement que, camarades, on est en train de vous donner, de remettre entre les mains de cette 4e génération un outil performant de dialogue social basé sur la réflexion et sur la proposition. Je voudrais vous demander de porter haut le flambeau.
Avant d'en finir, sur ce volet, je voudrais saluer la contribution de l'équipe qui nous a accompagnés, Abdourahmane Tito et pour moi, qui représentons la troisième génération et qui doit passer le flambeau aujourd'hui. Dans cette équipe, il y a les camarades qui sont là, les camarades Daro, les camarades Magnan, les camarades Ley. Nous avons été accompagnés également par beaucoup d'autres camarades au niveau du raffinage, du transport, comme Kim qui est passé de l'autre côté, il est devenu employeur, il a combattu avec nous dans le syndicat. Dans la distribution, les camarades se sont véritablement engagés. L'équipe que nous avons conduite depuis 1996, parce que c'est la date à laquelle nous avons pris ce syndicat, de 1996 à maintenant, je salue l'engagement de toute l'équipe, François Diouf, Thierno Mbaye Sylla, ils sont là, ils sont tous là, ils se reconnaissent dans le combat que nous avons eu à mener et dans la qualité du dialogue social que nous sommes en train de transférer à cette quatrième génération. Donc, camarades, soyez conscients que vous avez entre vos mains un outil redoutable de dialogue social, basé sur la réflexion, mais également un outil redoutable que vous devez gérer avec responsabilité parce que le secteur du pétrole est un maillon déterminant dans l'économie.